Bon, donc on va faire un petit point d'actualité avec ce qui se trame en ce moment. Donc, au regard du chaos migratoire, il y a eu des insurrections en Allemagne, en Allemagne de l'Est, donc l'ex-RDA. Enfin, Euh, c'est plus des protestations émeutières que des insurrections, hein. oui, oui, Là, bien vous sûr. allez loin. Ouais, pas des Là, insurrections, mais maman vous a donné la piqûre de l'extrémisation. Donc, bah, il y a du bouillonnement, disons. voilà, c'est ça. Et il y a eu le départ de Hulot, donc au gouvernement, et il y a vraiment une dynamique là où les choses commencent à ne plus prendre sur le terrain de la sainte immigration, il faut accueillir les migrants, etc. Il y a une dynamique européenne qui a l'air de... Parce que bon, c'est vraiment toujours médiatisé sur le thème de l'antiracisme, antifascisme, etc. Donc là, il serait peut-être bon de faire un rappel sur ce que c'est que comment, l'immigration du point de vue de la lutte des classes et ce que ça indique au regard de la baisse du taux de profit. Puis justement, peut-être nous faire nous donner une piste sur le départ de Hulot du gouvernement. Alors donc, d'emblée, si vous voulez, quand vous posez ces questions-là, il faut se dire que même si aujourd'hui, en 2018, elles ont quelque part dans l'histoire des relations sociales contemporaines une acuité spécifique, nous, en 2018, qui les regardons, nous n'avons rien à dire de particulier et il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que quand je reprends à la suite de la première internationale, à la suite du projet communiste d'abolition de l'État et d'abolition de l'argent tel qu'il est posé par Marx, en tant que reflet des luttes de classe radicales, nous avons entre cette première internationale et Guillaume et Francis qui parlent en 2018, une invariance, une continuité historique qui fait que chaque fois, en tant qu'expression de la lutte de classe radicale vraie, des groupes maximalistes ont surgi, ils se sont posé cette question-là, et ils se sont posé cette question-là dans la radicalité offensive de ce qu'est la véritable lutte de classe. Le capital a toujours voulu créer des leurres, des cul-de-sac, des voies de garage où la lutte de classe réelle, dans sa puissance d'explosion et de peur, qui effectivement est la hantise de la classe capitaliste mondiale, est là présente comme pesanteur réelle. Donc il a toujours fallu créer des obscurcissements, des mystifications pour que la lutte de classe ne voit pas, s'arrête, se métamorphose, se renverse. Donc, comprendre aujourd'hui le chaos migratoire et comprendre de quelle manière le capital veut opacifier notre perception, c'est comprendre toute une série de trajectoires historiques qui se sont incarnées dans des moments forts de l'histoire. J'avais un de mes correspondants là, avec qui on est en dialogue poursuivi et sur lequel, à partir de tous les conflits qu'il y a eu dans la Seconde Internationale, Rosa Luxembourg, Jaurès, Réforme ou Révolution, posait le problème de l'affaire Dreyfus. Le problème de l'affaire Dreyfus est très très intéressant, puisque quelque part, alors il faut faire vite, il faut faire synthèse, il nous faudrait des heures, mais avant l'affaire Dreyfus, il était relativement clair que pour tous les groupes radicaux, communistes ou anarchistes radicaux, qui étaient dans l'abolition de l'État et dans l'abolition de l'argent comme perspective, l'ennemi, c'était pas ce que le capital était en train de dépasser, c'était ce que le capital était en train de devenir en tant que progrès de la marchandise. Donc, tous ces groupes radicaux n'avaient pas du tout envie de bouffer du curé, de taper sur les chevaleries templières, sur le vieux monde féodal et sur la vieille caste militaire réactionnaire qui allait devenir, entre guillemets, le magma de l'action française. Les groupes radicaux, communistes ou anarchistes des années 1860, 1870, 1880, ils avaient un ennemi
C'était le progrès du capital qui organisait le despotisme de la marchandise et qui allait tous nous écraser. Grâce à l'affaire Dreyfus et grâce à toute une série de mythologies qui ont reconverti la problématique de la lutte de classe sur une problématique de réaction et de progrès, on a ficelé tout le monde pour défendre le capitaine Dreyfus contre la réaction, contre les curés, contre l'armée, au cul de la marchandise moderniste du progrès maçonnique qui allait produire la dictature achevée du capital. Donc, au moment de l'affaire Dreyfus, on a voulu embrigader le prolétariat, non plus pour s'attaquer à la marchandise, mais pour s'attaquer à ceux qui étaient anti-Dreyfusards et qui représentaient une fraction archaïque du capital. Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien cette période-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on mystifie la lutte de classe pour lui dire, bah, ton ennemi, c'est pas la marchandise moderne qui est en train d'arriver, c'est, entre guillemets, les forces réactionnaires, mais qui de toute façon sont en train de mourir. Donc on fait une déviation. Au lieu de bouffer du patron moderniste pour l'abolition du salariat, tu vas te battre avec les progressistes maçonniques, radicaux, socialistes, humanistes, et tu vas dénoncer la vieille droite archaïque. Donc c'est un combat de diversion où on déplace le prolétariat, on lui dit « tu ne dois plus te battre pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent, pour l'abolition du salariat, tu dois te battre derrière le capitaine Dreyfus contre l'Église et contre l'armée. » Et à l'époque, il y a déjà des groupes radicaux qui comprennent la mystification qui a pour objet d'enterrer la lutte de classe dans quelque chose qui n'est pas de la lutte de classe, mais qui est un conflit intercapitaliste entre les courants réactionnaires et les courants progressistes du capital. Et on a la même chose dans les années 30, à travers l'émergence du fascisme et de l'antifascisme, étant entendu que tous les groupes radicaux dans les années 30 qui ont défendu la perspective communiste de l'abolition du salariat et de l'abolition de l'État, l'Union communiste, Bilan, communisme, bref, tous les groupes radicaux qui ont, en intransigeance, défendu la révolution sociale en Catalogne et en Aragon contre le franquisme et contre la République de la gauche démocratico-stalinienne escortée des ministres de la CNT, bref, il y a toujours eu la compréhension que, au niveau de ce qu'est la radicalité ouvrière insurrectionnelle, l'ennemi, c'est pas les réactionnaires. L'ennemi, c'est toutes les fractions du capital, et la fraction du capital qui est le plus en mouvement, c'est la fraction moderniste du capital qui se sert des fractions réactionnaires pour faire diversion et pour embrigader le prolétariat dans des luttes qui ne sont pas prolétariennes pour l'abolition de la marchandise et de l'État, mais qui sont là pour asservir le prolétariat aux modernistes du capital contre les archaïques du capital. Donc la religion du capital dans les années 30, qui a permis l'unification aliénatoire du prolétariat mondial pour le grand massacre impérialiste, ça a été bien évidemment l'antifasciste, c'est-à-dire qu'on a organisé le prolétariat dans la lutte antifasciste, qui n'a pas pour objet d'abolir le salariat et de l'État, parce que la lutte antifasciste n'est pas une lutte révolutionnaire, c'est une lutte intercapitaliste pour défendre un gang capitaliste contre un autre gang capitaliste. Donc on a eu dans les années 30 la religion de l'antifascisme, qui s'est constituée sur toute une série de mensonges délirants autour de la Seconde Guerre mondiale. Là, j'avais un correspondant avec qui nous parlions, et je vous en avais parlé, des 75 000 fusillés, qui étaient le grand mythe staliniste des FTP résistentialistes à la sortie du Second Charnier mondial. À la sortie du Second Charnier mondial, le PCF, c'est-à-dire le parti anticommuniste français, le parti capitaliste français, prétendait être le parti des 75 000 fusillés. Et au fur et à mesure du temps, le Mont Valérien, les départements, les régions, toute une série d'historiens qui n'ont rien à voir avec le révisionnisme ou Faurisson, qui sont des historiens très sages, de la nomenclatura universitaire bien docile, ont fait des travaux universitaires très sages, et au bout de ces travaux universitaires très sages, on est arrivé à l'idée que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu 5000 fusillés,
et que sur ces 5000 fusillés, il y en avait probablement 2500 qui étaient membres du PCF staliniste. Donc, on est passé de 75 000 staliniens fusillés à 2500. On a donc divisé le nombre des morts stalinistes fusillés par 15. Mais toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et ça a été la réalité de tous les groupes communistes radicaux, guerre de classe, Commune de Kronstadt, Vieille Taupe, Jeune Taupe, Le Frondeur, bref, tous les groupes à l'époque qui ont compris la mystification aliénatoire des totems et des tabous issus de la Seconde Guerre mondiale ont bien compris que la Seconde Guerre mondiale, à travers ces mensonges, ces obscurités, avait effectivement construit, pour reprendre le livre 1 du Capital, un gigantesque hiéroglyphe aliénatoire de la modernité contemporaine. Hiroshima, Nagasaki, le bombardement de Tokyo, Hambourg, Brest, des millions de civils massacrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'y a pas eu 75 000 fusillés stalinistes, mais aux alentours de 2500, 3000, on a massacré des milliers de soldats allemands des armées, on a massacré toute une série de gens qui étaient considérés comme des collaborateurs. Dans les maquis, les staliniens massacraient des trotskistes. Dans les maquis, les FTP de la région rouge toulousaine massacraient des rescapés de l'anarchisme radical qui, en 1937, s'était opposé à l'acte contre-révolutionnaire de massacre des barricadiers. Bref, toute cette période-là est obscure, elle est obscène, sans même parler de toutes ces femmes tondues en place publique. Bref, la mythologie antifasciste a été, dans les années 30 et dans toutes les années qui ont suivi, un moyen pour le capital d'asservir le prolétariat, de briser sa lutte de classe et d'empêcher que la perspective abolition du salariat, abolition de l'État, abolition de l'argent soit maintenue, pour que le prolétariat soit massivement embrigadé dans le soutien d'un camp du capital qui aurait été désigné comme progressiste contre un camp du capital qui aurait été désigné comme plus archaïque. Et au terme de toute cette période-là, que, contrairement aux gauchistes, aux trotskos, aux libertaires, les groupes maximalistes communistes issus de Bilan et de l'Union communiste, et de tous ces groupes qui ont abouti dans les années 80 à tout ce qui a positionné guerre de classe, Commune de Kronstadt, pour une intervention communiste, Jeune Taupe, bref, toute une série de groupes radicaux, on a embrigadé le prolétariat dans quelque chose qui a fait disparaître le rapport social de la lutte contre l'argent à une nébuleuse sociétale de l'antidiscrimination, tout cela patronné par la mythologie religieuse de la modernité qui est l'antiracisme. Guy Debord, avant de partir pour le grand voyage définitif, dans sa correspondance avec Michel Bounan, disait « Aujourd'hui, dans la gigantesque dévastation que le spectacle de la marchandise a organisée, il y a trois mythes. Il y a trois mythes. Il y a le racisme, le féminisme et l'homophobie. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre de chapelles gauchisto-libertaires qui parlent vaguement de l'abolition du salariat, mais qui vous parlent tout le temps du racisme, de l'homophobie, des LGBT et des immigrés. C'est-à-dire que le vecteur central de la lutte de classe, mouvement subversif de l'abolition du prolétariat contre l'argent, contre l'État, est asphyxié dans un rapport hallucinatoire, aliénatoire, de duperie généralisée, et aujourd'hui, le rapport social a disparu, mangé par un rapport sociétal, interne au capital. Il ne s'agit plus d'abolir la marchandise, il s'agit que dans la marchandise, les hommes et les femmes s'égalisent, il s'agit que dans la marchandise, les hétérosexuels et les homosexuels s'égalisent, et il s'agit dans la marchandise que les noirs, les gris, les bleus, les jaunes, les mauves, bref, toutes les couleurs de l'aliénation mondiale, du métissage, du salariat normatif s'égalisent. Bref, on voit bien le déplacement et on voit bien qu'aujourd'hui, l'antiracisme est la religion officielle du capital, puisque c'est le crime impardonnable. C'est ce que dit Guy Debord.
dans sa fameuse lettre à Bounan, il lui dit « c'est le crime impardonnable ». Autrement dit, aujourd'hui, il n'y a plus de lutte de classe. La lutte de classe doit être écrasée, elle doit être mystifiée, elle doit être domestiquée, et tout le monde doit être dans une louange infinie à la marchandise égalitaire, où le combat, c'est tous égaux en la marchandise. Mais c'est plus abolition de la marchandise. Et donc, on comprend bien là en quoi la religion de la marchandise s'est faite antifasciste au XXe siècle et elle se fait antiraciste au XXIe siècle, parce que, et là on retrouve la fameuse 7e section, chapitre 25 du livre 1 du Capital, le grand remplacement. Le concept de grand remplacement, il n'a pas été inventé simplement par des identitaires paumés dans le fait que d'un seul coup, les flux d'identité ethnique étaient chamboulés. Il est posé par Marx dans cette fameuse 7e section, chapitre 25, quand Marx, ce que d'ailleurs développera Lafargue, explique qu'il faut émanciper la femme, parce qu'en émancipant la femme en la marchandise, on va effectivement, au regard de ce qu'est la baisse du taux de profit, rentabiliser davantage le capital. Le capital a émancipé la femme en la marchandise pour la marchandiser. L'avortement, la contraception, ça fait partie du cycle de valorisation capitaliste pour débiologiser la femme et pour la réifier dans un rapport social de rentabilisation qui la met adéquate à la domination réelle du capital. Et c'est pareil pour l'immigration. Après 68, alors bien évidemment, dès les années 1910-1920, on a eu des expériences où le patronat des mines, le patronat de la sidérurgie avait fait venir des contingents maghrébins pour tester la capacité adaptative par rapport aux luttes de classe dangereuses de cette population qui venait d'une temporalité où la lutte anti-argent et anti-État n'existe pas. Et à partir de là, les essais avaient été relativement positifs. Mais tout ça était encore relativement homéopathique. La grande migration, elle est née après 68, quand, effrayé par le grand débordement de la grève sauvage radicalisée de 68, le patronat alla industrialiser les expériences homéopathiques préalables, et on est parti au Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, puis ensuite en Afrique noire, pour massivement faire venir une population qui était, compte tenu de l'histoire, et c'est donc pas un problème de race, c'est donc pas un problème de religion, c'est donc pas un problème de couleur de peau, c'est un problème de rapport social. Marx, Debord, tous les groupes radicaux nous disent, quand on pose une question, on doit y répondre du point de vue de la lutte de classe. Donc, l'antifascisme, l'immigration, je ne suis pas journaliste dans une chapelle humanitaire pour faire pleurer les gens sur la souffrance qui fait que, bon, on peut le faire, il y a des souffrances, on peut les analyser, mais la compréhension communiste radicale pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent, sur le problème de l'immigration, elle se pose d'abord la question, quelle est la place de l'immigration dans le rapport de la lutte des classes? Est-ce que l'immigration renforce sur le terrain de la lutte des classes le terrain du prolétariat qui s'auto-émancipe, ou est-ce que ça renforce la classe capitaliste qui, à partir de là, maximise le rapport social d'enfermement et d'aliénation du prolétariat en général? Bon, on a la réponse. Le capital ne valorise que ce qui le valorise. Grundrisse capital, le mode de production capitaliste, c'est l'auto-valorisation de la valeur matérielle, de la valeur symbolique, de la valeur aliénatoire. Donc le patronat au niveau mondial n'a pas pour habitude, en conscience, de se tirer des balles dans le pied. Il a pour habitude, même si sa conscience est aliénée, de valoriser ce qui le valorise. Donc l'amour infini que la classe capitaliste mondiale a aujourd'hui pour l'immigration et pour le chaos migratoire, pour ce débordement qui sans cesse ne cesse de se développer et de s'organiser, c'est très simple. C'est parce que ça a pour objectif de casser la lutte de classe offensif. Le manifeste communiste, les textes radicaux, tout ce qui a fait la substance théorico-pratique du communisme conscient est venu sur les terres d'Europe dans une histoire spécifique. Et c'est très marrant parce que j'écoutais Macron hier
Danemark, qui que moi j'ai repris à plusieurs reprises dans Lettres contre l'avoir et dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, c'est le Gaulois réfractaire. Macron nous dit, dans une conférence de presse à Amsterdam, « Ah, je suis en territoire luthérien, c'est-à-dire en territoire judéo-protestant. » Et les Français, par rapport aux événements, par rapport aux modifications nécessaires, ce sont des Gaulois réfractaires. C'est ce que dit Marx dans le 18 Brumaire. Marx dit, c'est en France que l'affinement, le positionnement critique a toujours été le plus loin. A toujours été le plus loin. La France, c'est pas parce qu'il y aurait une prédestination lumineuse, c'est parce que c'est un rapport social historique, c'est toute une dialectique de longue durée à travers la fin de l'Empire romain, la féodalité, les communaux, c'est le pays des saveurs, c'est le pays du vin, c'est le pays des cochonailles, c'est le pays des fromages, mais c'est en même temps, dans cet érotisme offensif, le pays de la lutte de classe la plus radicale. Et dans le 18 Brumaire, Marx dit, c'est là que se dessinent les sinuosités les plus méticuleuses du rapport social offensif. Et Macron, on dirait qu'il a lu Marx, on dirait qu'il a lu tout cela, il nous dit, mais oui, en France, il y a un truc, c'est le Gaulois réfractaire. Oui, le Gaulois réfractaire. Et le Gaulois réfractaire, c'est ce qui a fait la Commune de Paris en 1871, c'est ce qui a fait toute cette sève historique radicale qui positionne la grande grève sauvage généralisée de 68, et c'est ce qui fait que pour que cette grève sauvage généralisée de 68 ne revienne plus, on impose massivement l'armée de réserve immigrée, le remplacement de population, et à partir de là, on définit un nouveau fétiche, une nouvelle idole, une nouvelle icône. J'avais un correspondant qui me parlait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de ce qui s'est passé à Grenoble ces derniers temps, lorsque Adrien Pérez a été assassiné au sortir d'une boîte de nuit, je crois que c'est la banlieue grenobloise, par Younes et Younis. Et il me disait, mais imaginons que ce ne soit pas Adrien Pérez qui était assassiné au sortir de la boîte de nuit par Younes et Younis, mais que ce soit Younes qui était assassiné par Albert et Maurice. L'écho médiatique de l'aliénation circulatoire n'eût absolument pas été le même. C'est-à-dire que si c'est Adrien qui est assassiné dans ces conditions-là, ça devient un fait divers. Il n'y a pas d'émeute à Grenoble, il n'y a pas de caillassage, il n'y a pas de président qui va voir la famille. Si par contre c'est Younes qui est assassiné par Adrien, et là le Capital nous dit aujourd'hui quels sont ses fétiches, quelles sont ses histoires d'amour. Pour le Capital, aujourd'hui, la stratégie offensive de la crise mondiale contemporaine, de la saturation des marchés, de la baisse du taux de profit, c'est le chaos généralisé tel qu'on l'a positionné dans la réédition de Terror. C'est le chaos terroriste, c'est le chaos bancaire, c'est le chaos industriel, mais c'est le chaos migratoire. Et le chaos migratoire, il a deux objets. Un, je suis le représentant symbolique du patronat mondial, je dis vive l'immigré, à bas le communard européen de souche. Vive l'immigré, à bas le communard européen de souche. Je ne veux plus de commune de Paris, je veux des galeries marchandes anesthésiées dans une consommation servile. Et après, je bascule vers le lumpenprolétariat et j'en arrive aux cités. La racaille du haut adore la racaille du bas. Et la classe capitaliste mondiale dit « à bas la lutte de classe, vive la délinquance ». À bas la lutte de classe, vive la délinquance. Donc, le cercle est cerclé. Marx, les groupes radicaux des années 30, les groupes radicaux des années 80, toute la compréhension offensive de la lutte de classe aujourd'hui, parler de l'immigration sans parler de la lutte de classe, c'est une imposture. Parler de la lutte des classes sans parler de l'immigration, c'est une imposture. Donc, aujourd'hui, l'immigration doit être analysée du point de vue de la lutte de classe comme une stratégie offensive du capital contre la lutte de classe radicale, et tout ça ne peut être compris que s'il y a un retour à Marx, un retour à Bilan, un retour à Rosa Luxembourg, un retour à toute cette matrice qui, progressivement, s'est constituée autour de ce que Bordiga disait quand il disait
l'antifascisme est le pire produit du fascisme, et ce que nous, aujourd'hui, communistes conscients, devons dire, c'est-à-dire l'antiracisme est le pire produit du racisme. Et je termine, parce que j'ai été assez long, parce que tous ces clones circulatoires qui sont effectivement à la périphérie du ministère de l'Intérieur dans ce qu'on appelle la lutte antifa. La lutte antifa. Il faut bien comprendre que le fascisme est mort en 1945. Le fascisme est mort en 1945. Depuis 1945, le monde est à feu et à sang. Il est à feu et à sang parce que la dialectique du capital dans sa forme achevée, qui est le totalitarisme démocratique de la valeur d'usage, a massacré les Irakiens, a massacré les Syriens, a massacré les Vietnamiens. En ce moment, en Afrique, en Ituri, entre les luttes tribales, l'intervention des multinationales, le Congo est à feu et à sang. Les antifas n'ont jamais attaqué le MEDEF ou le CRIF. Ils n'ont jamais attaqué le siècle, qui sont les agents actifs de cette reproduction capitaliste. Ils vont attaquer un malheureux local de l'Action française. Qu'est-ce que l'Action française au niveau mondial a aujourd'hui comme responsabilité dans l'extermination des peuples du tiers-monde? Ils n'ont pas compris. Il faut qu'ils remettent à jour leur boussole. Il faut attaquer le MEDEF, le siècle et le CRIF, mais pas l'Action française. Donc, si vous voulez, toute cette gymnastique-là, qui est ridicule, qui est grotesque, et qui est aux antipodes de la lutte radicale du prolétariat combattant communiste, aux antipodes de Marx, aux antipodes de Rosa Luxembourg, elle doit être reciblée. Et puis, pour terminer, il faut recibler l'histoire de l'esclavage. Il faut recibler l'histoire du racisme. L'esclavage n'est pas un problème de couleur de peau. Ces couillons s'imaginent que l'histoire de l'esclavage, c'est des méchants blancs et des gentils noirs. Mais pendant des siècles de l'Antiquité, à la fois tardive, à la fois haute et à la fois basse, l'esclavage, c'est des blancs qui esclavagisent des blancs. À Rome, lorsque le rapport social esclavagiste est le plus développé, la nomenclatura, la chevalerie romaine, apprend à ses enfants les textes grecs. Mais les textes grecs qui sont énoncés et annoncés aux enfants le sont par des professeurs grecs qui sont esclaves. Et toute l'Antiquité est faite d'esclaves blancs. Et les premiers esclaves des champs de coton américains, tous ces circuits dans les quartiers, parce qu'on ne dit pas les quartiers immigrés, on dit les quartiers. C'est une métaphore. On apprend dans les quartiers depuis des années et des années que l'esclavage chez les méchants blancs contre les gentils noirs. Mais pendant des décennies et des décennies longues, sanglantes et effectivement terribles, les esclaves des champs de coton, les premiers esclaves de l'ordre américain de la marchandise judéo-protestante de la démocratie contemporaine, ce sont des Irlandais qui sont déportés par la révolution judéo-protestante de Cromwell, qui, après avoir massacré des milliers de combattants irlandais, déporte des centaines de milliers d'Irlandais qui sont des esclaves blancs sur toute la côte est américaine. Marx, quand il attaque le problème de la colonisation et de l'esclavage, c'est pas un problème de blanc ou de noir, c'est un rapport social historique. Donc, il y a eu toute une histoire de l'esclavage blanc en Amérique qui a été gommée. Il y a toute une histoire des négriers juifs dont parle Attali. Attali a écrit un superbe bouquin. Il va beaucoup plus loin que ce qu'il aurait voulu, mais il confirme Marx dans toute sa radicalité quand il écrit Les Juifs et l'argent. Il parle de la place importante du capital juif dans le commerce triangulaire et le commerce des esclaves en Amérique. C'est-à-dire que c'est pas le paysan croquant de 1650 qui est en insurrection contre le fisc ou contre la noblesse ou contre la bourgeoisie, ou le prolétaire de Paris en 1871 qui est fusillé par les Versaillais, qui a une responsabilité quelconque avec le commerce triangulaire. Les prolos français de la terre ou de l'usine, quelle responsabilité ont-ils avec les déportations triangulaires? Aucune. Par contre, les commerçants agissants de Nantes et de Bordeaux, oui. Et les rois africains, les bateaux qui arrivent sur la côte occidentale,
ils ne jettent pas des filets sur les côtes pour alpaguer des hommes noirs qui vont être esclavagisés et les emmener à l'ouest. Ils traitent avec des nomenclaturas, avec des classes dirigeantes locales qui vendent, qui rasient. Donc il y a toute une série de potentats noirs qui vendent des esclaves noirs. Et puis après on bascule, on remonte à travers ce que dit Marx sur tout le commerce islamique. Des millions d'esclaves noirs, castrés ou pas castrés, qui sur les routes partent organiser la rente foncière islamique du despotisme oriental. Quand l'armée française débarque en 1830 à Alger dans un acte colonial, dans le cadre d'un conflit interimpérialiste, elle libère plein d'esclaves blancs qui sont retenus à Alger. Donc, conscience, radicalité, savoir, insurrection, maximalisme, le problème de l'esclavage n'est pas un problème de couleur de peau. C'est un problème de rapport social, c'est un problème d'historicité et c'est un problème de nécessité dialectique dans l'oppression de ce qui produit du profit. Donc, il faut tout revoir. Sortez de YouTube, lisez, creusez, Marx, Rosa Luxembourg, lutte de classe, tout ce qu'on vous a appris sur le racisme, l'antiracisme, sur les noirs, les blancs, sur le commerce triangulaire, tout est pipeau. Pourquoi tout est pipeau? Parce que le savoir, à travers le crétinisme universitaire ou le crétinisme journalistique, c'est le savoir de légitimation de la réalité capitaliste. Et c'est pour ça qu'il y a plein de censure. Pourquoi des zones entières de l'histoire sont interdites de recherche? Marx le dit clairement dans ses premiers textes. Les premiers textes de Marx de 1842-1843 sont des textes contre la censure. La censure cache toujours le mensonge. Et la censure de l'État cache le mensonge d'État. Autrement dit, le propre de la censure, c'est d'interdire le débat, parce que si le débat a lieu, au bout du débat, la mythologie capitaliste s'effondre. On est donc passé de 75 000 fusillés à 5 000 ou 4 000. Est-ce qu'un jour vous avez vu un dirigeant stalinien du PC venir à la télé et dire « Oh ben oui, on a quand même un peu exagéré, les 75 000, c'était pas vrai ». Non, tout se défait tout doucement dans le mensonge, dans les petites chansons du quotidien où la reproduction aliénatoire se poursuit. Mais bon, on a donc emmerdé la mémoire ouvrière de mystification sur 75 000 fusillés qui n'ont jamais existé. Et tout est comme ça. Tous les sujets, toutes les statistiques, toutes les réalités, tous les interdits. Donc, il faut bien comprendre à partir de là qu'aujourd'hui, toute cette problématique sur le racisme a pour objectif de neutraliser le social de la guerre de classe contre l'argent et contre l'État pour nous enfermer dans des métros de débilisme infini sur le sociétal. Nous n'avons droit, pour reprendre la formule de Debord, qu'à 3 mythologies. Nous devons aimer la marchandise. Mais en aimant la marchandise, nous devons tout faire pour que les blancs et les noirs soient égaux en la marchandise. Nous devons tout faire pour que les hommes et les femmes soient égaux en la marchandise, et nous devons tout faire pour que les homosexuels et les hétérosexuels soient égaux en la marchandise. Quid de la marchandise? Ah ben on la garde. Tous les conflits aujourd'hui gardent la marchandise. Il faut réaménager la marchandise dans une fraternité égalitaire. Donc, tous ces groupes débiles de linguistique inclusive, où on rajoute sans arrêt un E, etc., c'est le devenir du capital. C'est le devenir du capital. Lafargue nous le dit dans ses textes sur l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme n'a pas pour objet que la femme s'émancipe en jouissance, en radicalité, en indépendance, en son être générique. L'émancipation de la femme, c'est l'asservissement de la femme aux besoins de la marchandise. Et l'émancipation, par exemple, de toutes les populations qui aujourd'hui, sous prétexte qu'elles seraient noires ou grises, vivent un statut secondaire éventuel. Ah, c'est pas d'abolir la marchandise. C'est le droit pour mon fils d'être avocat bien rémunéré comme le blanc. Donc, on est aujourd'hui dans la forme supérieure de l'aliénation. Il ne faut plus que personne se batte pour l'abolition de l'argent, pour l'abolition de la marchandise et pour l'abolition de l'État. Nous devons tous faire des messes permanentes
pour la réorganisation et l'égalité en l'argent, en l'aliénation, en le despotisme et en la misère. D'accord. Bon, bah, vous avez bien fait le tour là. Et bon, je pense que je sais pas combien de temps ça fait là à peu près. Mais par contre, je n'ai pas tout à fait répondu à ce que vous aviez dit au début sur l'Allemagne. L'Allemagne, il y a une gigantesque manipulation. Quand j'ai vu les premières images sur l'Allemagne, j'ai pensé au 6 février 1934. Le 6 février 1934 en France, il y a eu toute une série d'émeutes radicales. On était à la terminaison du scandale Stavisky et la République, dans le cadre de la crise des années 30, était dans une déliquescence généralisée et à l'époque, le gouvernement de gauche qui avait couvert toutes les magouilles Stavisky, toute une série de magouilles financières était effectivement au bout du rouleau. Et il y a eu en février 1934 à la fois des protestations prolétariennes et bien évidemment le surgissement de la droite. Étant donné que la gauche était au pouvoir, les groupes radicaux dans les usines ont bien évidemment dénoncé les scandales qui résultaient de l'affaire Stavisky, et vous pouvez reprendre les textes des groupes qui ont formé bilan de l'époque. Tous les groupes radicaux communistes pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent ont bien évidemment dénoncé toute la pourriture du gouvernement Daladier, toute la pourriture maçonnique du capital et toute cette apothéose financière. Mais il est normal que dans le même temps, l'Action française, les Croix de Feu, ce qu'on a appelé entre guillemets les ligues, puisqu'elles étaient de droite, les dénonçaient. Donc sous prétexte que les ligues dénonçaient le scandale Stavisky, on aurait dit des groupes radicaux communistes de l'époque qu'ils dénonçaient, qu'ils étaient de droite. C'est absurde. Qu'est-ce qui s'est passé? La gauche était en complète décomposition. Elle a donc dit, puisque la droite est en agitation, il y a un danger fasciste. Donc, le scandale Stavisky, la crise du capital, la décomposition démocratique, fermez le rideau, il n'y a plus rien à voir. Les ligues, mobilisation antifasciste. Donc on a mobilisé de manière antifasciste sur des ligues qui n'étaient même pas fascistes. Je rappelle que le colonel de la Roque, qui dirigeait les Croix de Feu, a terminé en camp de concentration parce qu'il a fini dans la résistance. Donc on était encore en plein délire. Il y avait Mitterrand aussi dans les Croix de Feu, non? Mitterrand a été effectivement dans cette liaison-là aussi. Mais si vous voulez, dès qu'il y a un danger radical, c'est parce qu'il y a de la crise. S'il y a un danger radical et qu'il y a de la crise, tout le monde bouge. Donc même les mecs de droite. Donc aujourd'hui, à Chemnitz, en Allemagne, il y a, par rapport à un Allemand qui se fait flinguer par 2 immigrés, il y a, compte tenu d'une déliquescence généralisée de la société allemande et effectivement d'une vague migratoire qui détruit la réalité visuelle du rapport des choses. Je veux dire que pendant des siècles, l'esprit communard, la volupté incendiaire, le combat de la lutte de classe radicale contre l'argent et contre l'État, il s'est fait autour des bistrots, autour du saucisson, autour du vin, autour du corps des femmes, de la danse, de la joie, de la jouissance. Et on voit arriver des mecs qui n'ont pas de jouissance, qui enferment les femmes, qui ne mangent pas de cochon, qui ne boivent pas de vin, et qui en plus sont dans une temporalité tellement décalée qu'ils sont incapables de comprendre ce qu'est la lutte de classe radicale. Ils sont où, entre guillemets, dans toute cette faune-là, ce que Marx appelle lumpen, ou alors s'ils ne sont pas lumpen prolétariat et intégrés dans un dispositif, entre guillemets, de trafic, ils vont être soumis pour aller travailler de manière très sage dans les emplois normalisés. Mais ils ne seront jamais dans la lutte de classe radicale. Ceux qui seront dans la lutte de classe radicale, c'est les 1% qui abandonneront la provenance historique d'où ils viennent. Donc, le prolo allemand à Chemnitz qui voit ce grand déferlement, bah bien évidemment, il gueule et il dit « Mais non, moi je défends ma vie telle qu'elle était là. » Alors, il y a des groupes d'extrême droite. Comme le 6 février 1934, il y avait des groupes d'extrême droite. Mais il y a une focalisation, mystification qui permet au capital, pour que la question sociale ne soit pas posée, de toujours l'ethniser. Le propre de l'aliénation contemporaine, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, c'est d'ethniser la problématique migratoire. Or, je rappelle qu'elle ne doit être comprise, analysée et posée que du point de vue de la lutte des classes.
qu'est-ce que ce chaos migratoire apporte du point de vue de la lutte de classe? Est-ce qu'il apporte de la radicalité offensive ou est-ce qu'il apporte au contraire du bordel social pour que dans ce chaos-là, tout le monde se lynche réciproquement et qu'il n'y ait pas de conduite radicale? Donc, c'est ça la problématique, en se souvenant toujours que la conscience radicale est toujours diabolisée par le capital. Quand les communards de Kronstadt en 1901 s'insurgent, sous prétexte qu'il y a des gardes blancs dans la région qui s'intéressent à ce qui se passe à Kronstadt, Trotsky va dire la commune de Kronstadt, c'est des gardes blancs. Même topo en 1937 à Barcelone. Quand les communards s'insurgent contre la gauche du capital qui les massacre, escortés des ministres de la CNT, on va faire circuler le bruit que les prolétaires qui veulent abolir le salariat et l'État, c'est la 5e colonne de Franco. Donc aujourd'hui, à Chemnitz, il y a bien évidemment des franges droitistes qui s'agitent parce qu'elles recrutent. C'est leur boulot, c'est leur fonction capitaliste. Les droitistes recrutent. Mais le malaise social du prolétariat de Saxe par rapport à quelque chose qui est en train de dévaster le coût du travail, qui est en train de dévaster son quotidien, il existe. Mais tout le monde se sert des périphéries politiques, policières ou ethniques pour que la question radicale de la lutte de classe ne soit pas posée. Il faut toujours se rappeler de ce texte de Marx qui a dû être écrit en juin 71, au moment où précisément il y avait une grève généralisée des menuisiers à Newcastle en Angleterre. C'est Marx lui-même qui écrit l'adresse du comité central de l'AIT. Et il écrit à la section belge, il faut impérativement arrêter l'immigration. Parce que précisément, l'immigration, ça n'existe pas comme ça. Les oies sauvages migrent. Les humains ne migrent pas. Et le capital contrôle tout. Quand il y a eu le chaos syrien, quand il y a eu le chaos libyen, quand il y a eu le chaos irakien, les passeurs, les portables, l'organisation, les bateaux, c'est pas une spontanéité comme ça qui est née sur une mer calme. C'est la dialectique du capital, c'est la dialectique de la manipulation du capital. Le chaos migratoire, avec tout le bordel qui est en train de se généraliser, a pour objectif d'écraser la lutte de classe du prolétariat. Donc, il faut comprendre, du point de vue de la lutte de classe du prolétariat et du point de vue de l'enjeu communiste de l'abolition de l'État et de l'abolition de l'argent, que la critique que fait Marx dans la 7e section, chapitre 25, le texte qu'il écrit en juin 71 par rapport à l'immigration, ou alors tous les textes qu'il a écrits dans le New York Daily Tribune ou dans les Grundrisse sur temporalité aliénatoire des mondes du Sud, temporalité critique des mondes du Nord. C'est pas un problème biologique, c'est pas un problème ethnique, c'est un problème historique. L'activité théorico-pratique la plus communiste, la plus radicale, a surgi en 1848 en Europe. Et elle a surgi en Europe, pas à Honolulu, à Marrakech ou à Lima. En Europe. Et au terme de cette histoire-là, Marx écrit à Engels, et il le reformule dans la nouvelle Gazette rhénane, nos pires ennemis sont ceux qui nous appellent à une fraternité vague des peuples, sans tenir compte du développement historique de leur substance dialectique. Donc Marx oppose non pas seulement les peuples historiques en Europe, par exemple, Marx montre très bien qu'en 1848, les Croates ont joué un rôle radicalement contre-révolutionnaire, alors que les Polonais ont joué un rôle profondément subversif. Il y a donc en Europe, alors que l'Europe est une temporalité historique ouverte, des ouvertures radicales et des ouvertures qui n'ont pas pu accéder à la radicalité. Et donc, à partir de ce refus de la fraternité vague des peuples, où il montre que entre un Hongrois, un Polonais et un Croate, dans la révolution de 1848, dans le cadre du développement historique des déterminations, du développement des forces productives de l'aliénation, il y a des différences. Il y a des différences encore plus gigantesques entre, par exemple, ce qui subsiste de communautés primitives en Russie avec le MIR, alors qu'en Asie et en Afrique, il n'y a plus aucun contenu subversif. C'est pour ça que Marx, quand il parle de la révolution à venir en Europe, il dit on pourra s'appuyer sur le MIR en Russie. Les fameuses lettres que vous avez lues sur
tout ce qui subsiste du mode de production traditionnel, les fameuses lettres à Vera Zasulich. Donc, en Russie, il y a une déliquescence du mire qui permet encore une résurrection communiste. Par contre, en Afrique et en Asie, les communautés ancestrales se sont totalement liquéfiées dans une passivité endémique. Donc, nouvelle Gazette rhénane, la fraternité des peuples dans le vague est une imposture contre-révolutionnaire. Donc, aujourd'hui, comprendre l'immigration, c'est comprendre effectivement la lutte de classe radicale qui est derrière. Et le capital ne défend que ce qui le renforce, il ne valorise que ce qui le généralise, et à moins d'être complètement débile et d'avoir du cirage dans tous les yeux et dans toutes les oreilles, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une marchandise vedette dans le spectacle de la marchandise aliénatoire, c'est l'immigré. L'immigré à 20h, l'immigré à la radio, l'immigré à la télé. L'immigré est devenu la valeur suprême du fétichisme de la marchandise. Mais pas par hasard. C'est parce qu'il est l'enjeu des luttes de classe à venir et qu'il est ce à partir de quoi le capital veut briser dans la crise actuelle qui va aller en se généralisant le retour offensif du prolétariat communiste. Oui. Mais est-ce que l'Europe risque pas de tomber dans une passivité, justement? Enfin, elle y est déjà, quelque part. Alors, est-ce que l'Europe va retomber dans une passivité? D'abord, il y a deux choses. Il y a la longue mémoire historique du prolétariat européen qui, même si elle est depuis 68, depuis les années 70, progressivement en dissolution, a quand même, dans l'inconscient, une incarnation des profondeurs. Et puis, deuxièmement, quelle que soit l'ampleur du chaos terroriste, du chaos migratoire, du chaos bancaire ou du chaos industriel, la baisse du taux de profit est cette réalité objective sur laquelle il faut bosser. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la baisse du taux de profit, vous avez des gens qui, à partir d'une petite émission de YouTube ou à partir d'un petit fascicule de 5 pages, se croient obligés à dire que moi, je pense que... Non, moi, je pense pas que... Si j'ai pas lu les centaines et les centaines de pages qui précisent ce qu'est la baisse du taux de profit, qui n'a rien à voir avec l'économie, puisque c'est la critique de l'économie, je comprends rien. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des bases objectives. Il y a des bases objectives historiques en fonction des modes de production. Rome est tombée au moment déterministe où Rome devait tomber. La féodalité est tombée au moment déterministe où la féodalité devait tomber. Et le capital, dans sa crise telle qu'elle arrive, là, regardez les chiffres du bâtiment, regardez les chiffres de l'endettement. On est en train de rentrer dans une phase supérieure de la crise. Il y aura à un moment donné une objectivité réelle qui fera que, quelle que soit l'ampleur de tous les chaos migratoires, bancaires, industriels ou terroristes, à partir duquel le capital veut nous cacher la réalité nous explosera en pleine figure. Mais fermez YouTube, lisez, creusez, et sortez surtout des lieux communs. Ne parlez jamais de quelque chose si vous ne l'avez pas travaillé. Pour comprendre, il faut se donner les moyens de comprendre. Pour avoir une phrase qui dit du sens, il faut avoir un minimum d'intelligence. Et l'intelligence, c'est pas un truc qui sort de notre tête. C'est pas une autarcie démocratique où tout seul on découvre les solutions du monde. C'est pas possible. C'est une rencontre plurielle où on interprète l'histoire du monde dans toute sa globalité, où on comprend les expériences. Tout ce qu'on dit là, le groupe Bilan dans les années 30, le groupe Guerre de classe ou Jeune Taube dans les années 80, les textes de Rosa Luxembourg, les textes de Karl Marx, la réalité de la grève généralisée de 68, ça on ne peut pas l'inventer dans sa tête parce qu'on a vu 3 vidéos de YouTube et puis qu'on a vu une conférence de Clampin Totom et une conférence de Toutou Titi. Non, faut ouvrir le champ de l'histoire et avec humilité se dire qu'on ne sait rien tant qu'on n'a pas commencé à creuser. On se met dans un commentaire débile parce qu'on croit savoir, on creuse, et avec modestie, avec effort, avec humilité, on commence à comprendre ce que dit Marx, c'est-à-dire on commence à comprendre que la critique radicale de l'économie politique est aux antipodes de tous les savoirs économiques de la reproduction aliénatoire et que tout s'explique par cette lutte de classe généralisée entre la classe capitaliste mondiale et le prolétariat universel. Et donc, pour revenir à votre question du début sur la migration, l'immigration n'est pas un facteur démographique, c'est pas un facteur humain,
c'est pas un facteur de couleur, c'est certes tout ça, mais c'est d'abord tout ça parce que c'est le résultat de la lutte de classe qui se déroule au niveau mondial entre le prolétariat et la classe capitaliste, et que l'armée de réserve immigrée est une arme d'autodéfense du capital pour empêcher la révolution. D'accord. Et bon, pour terminer, on pourrait peut-être justement... euh, Et ça, on pourrait ça, peut-être faire... vous avez parlé de dont elle subit 5 rues d'agression. On pourrait peut-être faire justement un point rapide hein, sur la rentrée politique qu'il y a eu avec discours de Macron, discours d'Édouard Philippe, la démission de Hulot qui dit clairement qu'il ne peut plus rien faire. Enfin, Ouais, alors, si vous voulez, la démission de Hulot, c'est vraiment du périphérique. On est vraiment dans quelque chose qui n'a, entre guillemets, que très très peu d'intérêt. Ça vient simplement montrer que justement, dans cette période de crise intensive où la baisse du taux de profit est de plus en plus pesante, les gesticulations écologiques, elles ont un coût. Et qu'on ne peut pas, dans une période aussi complexe, où tout s'effondre, le marché iranien, le conflit avec les États-Unis, le Brexit, toutes les déstructurations européennes, la réalité de l'euro, les taux d'intérêt. Je veux dire qu'aujourd'hui, un chef d'État qui n'est rien d'autre qu'un représentant de commerce de l'ordre mondial de la marchandise. C'est-à-dire que Macron n'est pas président de la République française. Macron est commissaire à l'espace européen, région française, de la domination du gouvernement du spectacle mondial. Alors, on avait parlé de l'affaire Benalla. On lui a bien tapé sur les doigts pour lui montrer qu'il fallait qu'il reste dans le rang du transatlantisme de la marchandise et que les remodifications, même superficielles, qui pourraient laisser entendre qu'on irait vers quelque chose qui pourrait peut-être, dans très longtemps, redevenir un nouveau Rapallo, inadmissible. Et d'ailleurs, pour bien comprendre tout ça, que tous vos auditeurs aillent bosser le traité de Rapallo. Marx, Rosa Luxembourg, le traité de Rapallo, si on ne comprend pas le traité de Rapallo, qui revient tout le temps comme un spectre dans cette conflictualité radicale États-Unis-Europe, on ne comprend rien. Donc Macron, il ne peut plus rien faire. Et donc, comme il ne peut plus rien faire, il ne pouvait même plus permettre à Hulot d'avoir un micro-spectacle narcissique adéquat à la réalité. Et étant donné que Bardot l'a flingué en direct, il est rentré dans une gigantesque... Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission de Bardot sur Hulot, elle l'a décapité sur son impuissance existentielle. Donc là, du coup, il est rentré dans une dépression gigantesque, il sait qu'il ne peut plus rien faire. Donc comme il ne peut plus rien faire, il part. Il va retrouver la maison Ushuaïa, et il va aller revendre des shampoings d'artifice spectaculaire sur le marché des rencontres narcissiques. Mais c'était normal. Mais si vous voulez, c'est très, très, très périphérique. C'est vraiment un détail. Ce qui, par contre, va être décisif, et j'en reviens à ce qu'il a dit à Copenhague, qui est quand même merveilleux, les Gaulois réfractaires. Ouais. Il a désigné cette spécificité dont Marx parlait dans le 18 Brumaire. Il y a toute l'Europe comme radicalité ouverte de lutte de classe à travers les communaux qui, en Europe, n'ont pas disparu dans le despotisme du mode de production asiatique. Parce que si vous voulez, tout le monde a connu le communisme au paléolithique. La grande spécificité de l'Orient et de l'Afrique, c'est qu'à travers les modes de production étatiques et para-étatiques, tout ce qui a subsisté et qui progressivement s'est éteint dans le communisme est rentré dans ce que dit Marx dans un fameux article du New York Daily Tribune que j'ai repris d'ailleurs dans la réédition de Terror. Tout s'est figé dans une passivité endémique. Marx dit tout s'est figé dans une passivité endémique. En Europe, il n'y a pas eu le figé dans la passivité endémique parce qu'on a échappé au mode de production étatique ou para-étatique, et à travers la féodalité spécifiquement européenne et le retour des communaux, on a créé ce tocsin permanent de l'insurrection des communaux qui ne voulaient pas simplement aménager l'argent et l'État, mais revenaient constamment dans des jacqueries paysannes et dans des insurrections ouvrières qui disaient « à bas l'État, à bas l'argent ». Et Marx montre que dans toute cette Europe, c'est en France
que cela s'est dessiné au plus fort. Donc quand Macron dit à Copenhague le Gaulois réfractaire, il parle de la lutte de classe. Et il y a des années-lumière de ce que Marx désigne et qui pourrait être perçu comme des identitaires, parce qu'on en revient aux identitaires en Allemagne ou ailleurs. Les identitaires, ils voient que dans le métro, il y a de moins en moins de Français qui mangent du saucisson et qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui sont au kebab. Mais les identitaires, dans cette vision étroite, superficielle, ne comprennent rien à la lutte des classes. Pour quelle raison, après 68, on a procédé à ce grand remplacement? Alors il y a des identitaires qui parlent du grand remplacement. Ils n'ont pas lu Marx, ils ne comprennent rien à la lutte des classes, et ils sont gênés parce que d'un seul coup, les gens nous font changer de climat et de couleur. Mais Marx répondrait, on s'en fout d'être dans un monde de blancs, aliénés, servilisés, domestiqués. C'est pas ce qui nous gêne, c'est pas qu'on n'est plus dans un monde de blancs, on s'en fout. Si les blancs adorent l'État, le salariat et la marchandise, c'est des gros cons. Le problème, c'est pas la couleur. On en revient comme tout à l'heure au rapport social. Quel est ce qui est problématique du point de vue de la lutte de classe dans le grand remplacement? C'est que le grand remplacement, du point de vue de la lutte de classe, adéquatement à la 7e section, chapitre 25 du livre 1, adéquatement à ce qui est dans le New York Daily Tribune, adéquatement à ce qui est dans la communication de Marx de juin 1871 sur « il faut arrêter l'immigration ». C'est que l'immigration n'est pas un problème de climatologie identitaire. L'immigration est un problème de lutte de classe radicale qui veut étouffer le substrat communard européen qui, lui et lui seul, autour des années 1848, dans la longue projection de toutes les luttes de classe, a su produire les textes, les interventions et les pratiques qui ont défini d'une manière accomplie ce qu'est le communisme, c'est-à-dire la communauté de l'anticosmopolitisme de la marchandise qui détruit l'État et qui détruit l'argent et qui permet l'être générique émancipé. Et dans cet être générique émancipé, il y a effectivement non pas à gérer différemment la merde marchande, mais à l'abolir. Donc, il faut bien toujours en revenir à la lutte de classe. Si je perds le fil de ce qu'est le déroulement de la lutte de classe, je ne comprends rien au terrorisme, je ne comprends rien à l'immigration, je ne comprends rien au discours de Macron à Copenhague sur le Gaulois réfractaire. Seul celui qui s'insurge en comprenant la réalité objective de la lutte de classe comprend les enjeux. D'accord.